Bonjour à tous, bienvenue sur palon.org. Alors aujourd'hui on va pas parler chasse, on va pas parler pêche, mais on va plutôt parler ruralité. Alors ce week-end j'ai eu le plaisir de recevoir plusieurs groupes de personnes qui sont venus visiter la Palambière à côté. Et c'est toujours avec grand plaisir que je leur fais découvrir ce qu'est la chasse à la palombe, qui est l'une des chasses les plus techniques au monde et les plus complexes. Voilà. Donc, comme je le dis souvent, il faut à peu près 8 mois de travail pour pouvoir chasser en palombière. Voilà. Alors, sur l'ensemble des groupes que j'ai eus, aujourd'hui, dimanche, j'ai eu un jeune couple qui est venu avec des enfants de 8 à 10 ans. Et on a parlé de comment vivaient nos anciens à la campagne. Et je leur ai parlé de ce qu'était l'autarcie. Vaste domaine, et pour faire comprendre à des enfants qui ont 8 à 10 ans, des enfants de nos jours, c'est un peu compliqué. L'autarcie, moi je l'ai vécu. J'ai passé le cap des 50 ans, et j'ai eu mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui avaient une ferme agricole à côté de Nérac, à Lavardac. Il y avait une 50aine d'hectares sur lequel il y avait de la vigne, des céréales, blé, maïs, tournesol. Et j'ai donc expliqué comment autrefois les fermes vivaient sur elles-mêmes, c'est-à-dire l'autarcie. Elles étaient autonomes. Voilà. Alors je leur ai expliqué que tout démarrait déjà avec le grain, puisque quand mon grand-père faisait le blé, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait de côté des sacs de blé de 50 kilos. Ces sacs de blé de 50 kilos, ils partaient chez le boulanger. Parce que à partir de ces sacs de blé, le boulanger a se débrouillé tout seul pour faire la farine et ça donnait tant de kilos de pain. Donc il y avait déjà un troc entre la ferme et le boulanger. Et à chaque fois que le boulanger passait à la ferme, eh bien il avait un petit calepin et il notait. Voilà, et il notait le nombre de pains qui étaient consommés, tout ça. Et en fonction d'une année sur l'autre, eh bien mon grand-père ajustait, ou soit il donnait un peu moins de blé pour faire le pain, soit un peu plus parce qu'il en avait manqué. Voilà. Donc déjà, il y avait déjà ce troc. Deuxième troc qu'il y avait, c'était les gens qui venaient à faire les vendanges. Les gens qui venaient faire les vendanges, eh bien, ils avaient droit à tant de litres de vin. Voilà, donc ils avaient un tonneau. Mon grand-père disait, voilà, vous êtes venus 3 jours faire les vendanges, donc on se met d'accord tout avec le groupe, et vous avez droit à tant de litres de vin, et mon grand-père faisait le vin, voilà, puisqu'il avait le droit de distiller, et il était cofondateur de la cave coopérative des Côtes de Buzet, et donc il faisait le vin, et il y avait quelques barriques qui étaient dédiées aux vendangeurs. Donc souvent, ce qui se passait, c'est que moi je les voyais arriver, en général c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, ceux qui avaient vendangé, qui étaient souvent chasseurs, voilà, avaient la particularité de venir voir mon grand-père, et donc ils arrivaient avec leurs cubis de 5 ou 10 litres, et c'était leur consommation pour la semaine. Donc aujourd'hui on peut plus le faire, puisque moi déjà quand j'ai repris le domaine et que j'étais gérant du groupement foncier agricole, les vendangeurs qu'il y avait, automatiquement il y avait l'hélicoptère, et dès qu'il y avait l'hélicoptère, le lendemain il y avait les gars de la MSA qui venaient contrôler. Voilà, donc le troc n'était déjà plus possible. C'était déjà, on avait changé d'époque. Voilà. Ensuite, il y avait les poules, il y avait les canards, il y avait les dindons, il y avait quelques oies. Et donc le grain aussi, le grain, que ce soit le blé, le maïs, le tournesol, une partie était affectée au grenier et il était dédié justement à l'élevage
de cette volaille, voilà. Et c'était ma grand-mère qui, comment dirais-je, qui s'occupait de ça, avec la luzerne pour les lapins, voilà, c'était ça, c'était la vie, voilà. Donc quand on mangeait, ben on mangeait, bon, bien sûr, la viande qu'il y avait avec les poulets, avec les dindons, voilà. Et puis il y avait aussi le jardin. Le jardin était très important, puisque le jardin, mes grands-parents faisaient le jardin. Il passait un coup de disque et il faisait des fraises, des pommes de terre, et encore, c'était pommes de terre nouvelles, mais la pomme de terre de plein champ, on la mettait carrément dans les champs, voilà. Donc c'était à part du jardin. Mais il y avait les faillots, il y avait comment ça s'appelle, les haricots verts, il y avait les tomates, voilà, il y avait les oignons, et il y avait tout un tas comment ça s'appelle, le jardin était super important, et je me souviens, il y avait l'eau qui arrivait au jardin, c'était organisé de manière à pouvoir arroser, et surtout, on clôturait le jardin pour pas que les poules, les dindons et comme ça venaient et massacraient le jardin. Voilà. À côté du jardin, il y avait les citrouilles. Il y avait les melons, il y avait tout ce microcosme là qui servait à faire fonctionner la nourriture, puisque en fait l'employé de mon grand-père, hein, qui était ouvrier de ferme, eh bien il était payé une fois à l'année. Vous voyez, c'était une fois à l'année, c'était prévu. Hop, il était logé, nourri, blanchi, et il touchait à la fin de l'année, une fois par an, son salaire. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Voilà. Donc c'était vraiment l'autarcie. Moi gamin, quand je vois ces deux jeunes là qui venaient, mais pour moi gamin qui ai vécu ça, c'était fabuleux. Pourquoi? Parce que c'était la liberté absolue. Je me souviens des dindons. Oh, les dindons, j'étais pas copain avec eux. Hein. Ouh là là là, parce que ma grand-mère, elle avait un paquet de dindons. Elle avait une vingtaine de dindons. Et quand les dindons étaient autour de moi, ils m'attaquaient. Heureusement que mon grand-père avait récupéré un berger allemand, et que le berger allemand venait faire bon ordre à tout ça. Voilà, quand le berger allemand arrivait, comment dirais-je, là où étaient les volailles, elles se taillaient. Voilà. Berger allemand qui avait été abandonné et attaché par des gens qui partaient en vacances et qui l'avaient attaché au pied d'un piquet de vigne. Vous voyez, c'était l'époque où, bon, ça se fait toujours malheureusement, mais des chiens chez mon grand-père, on n'en a jamais manqué, hein. Mais c'était toujours des chiens, c'est pas des chiens qu'on voulait, c'est des chiens qu'on a recueillis. Voilà. Et quand on avertissait les gendarmes pour leur dire, bon ben voilà, on a récupéré un chien, on ne sait pas qui il est, machin, la gendarmerie dit, mais bah, écoutez, gardez-le, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et en général, vous savez, les chiens qui sont été à la ferme, eh ben, ils étaient tombés dans la bonne maison. Hein. Au départ, ils étaient tout maigres, mais après, ils étaient bien gras. Voilà. C'était comme ça. Alors, cette autarcie où ces gens-là vivaient de façon autonome, et je me souviens, moi, l'été, on mangeait quoi? On mangeait les salades de tomates, comment ça s'appelle, avec des oignons, avec une tranche de jambon, avec des œufs durs. Quand comment ça s'appelle, les haricots verts donnés, on en mangeait midi et soir, parce qu'il y avait une telle quantité qu'il fallait bien les manger, voilà. On avait 2 cochons de ferme. 2 cochons de ferme que l'on tuait à la fois fin novembre, début décembre, et fin janvier, début février. C'était des cochons qu'on montait à entre 180 et 210 kilos, à peu près. On avait un courtil à cochons, et tous les déchets que l'on ne mangeait pas, tous les déchets qu'on n'utilisait pas et tout ça, on les mettait pas à la poubelle. Hein. Non, 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 non. On les amenait aux cochons, et ça servait à engraisser les cochons. Voilà. Et que quand de temps en temps on entendait un grand bruit au niveau du courtil, souvent c'était les poules qui marchaient sur le muret du courtil, et les cochons, clac, ils bouffaient les poules. Voilà. Bon, mais de temps en temps il y a quelques poules qui sont parties. Voilà. On avait à l'époque ma grand-mère avait des pintades. Voilà. Quand il y avait l'ouverture de la chasse, les chasseurs confondaient ça avec des perdreaux. Donc le jour d'ouverture à la chasse, les premières années on laissait les pintades on les sortait pas, pardon. Au bout de 2 ou 3 ans, malheureusement on les on les rentrait, on les faisait pas sortir le jour d'ouverture à la chasse, parce que sinon malheureusement on avait
comment ça s'appelle, ce genre de volatile qui n'existait plus. Les dindons étaient confondus avec des faisans. Voilà, c'était ça, c'était la vie de la campagne. Et c'était assez fabuleux parce que pour un gamin comme moi qui a connu cette liberté, qui a connu cette approche vis-à-vis de la nature, de la terre, voilà, bah c'était assez fabuleux quand on a ramassé des fraises, quand on a ramassé des framboises, voilà, quand on a mené la chienne, ben la chienne elle bouffait les fraises, même s'ils n'étaient pas mûrs, elle les bouffait, hein, voilà, et nous on arrivait derrière, oh mais il n'y a plus rien, bon voilà, c'était fabuleux. Mais j'ai essayé de m'expliquer l'autarcie à ces jeunes qui avaient entre 8 et 10 ans. Je pense que ils m'ont entendu, certes, mais comment voulez-vous qu'ils comprennent? Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Parce que c'est une génération qui vit à l'heure de TikTok et de la console de jeu. Je leur ai expliqué ce que c'était une poule glousse. Qu'est-ce que c'est quoi une poule glousse? Ah ben une glousse, c'est une poule qui a des poussins. Voilà. Et on la mettait dans une caisse en bois, comme une prison, pareil, sur lequel, en dessous, il y avait suffisamment d'espace pour que les poussins puissent partir. Donc la glousse, elle était méchante. Donc la glousse, on la mettait sous cette sorte d'enclos, si vous voulez, et les poussins, ils tournaient tout autour. Voilà, tranquille. Voilà. Quand il y avait les petits canards, et qui venaient juste de sortir ou qui n'étaient pas loin de sortir, ma grand-mère les récupérait, elle les mettait dans une panière, et la panière, on la mettait au coin du feu. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils aient chaud. Pour pouvoir éclore et pour qu'ils se... Voilà. Et ces petits canards, c'était fabuleux. Pour les oies, c'était pareil. Parce que ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait quelques oies. Les premières oies, elle les faisait, comment dirais-je, elle les gavait, voilà. Elle sortait les foies qu'elle allait vendre. Et ensuite, avec le produit de cette vente, elle achetait d'autres oies qui, ce coup-ci, les foies étaient pour nous. Et la viande était pour nous. Voilà. Donc tout ça, c'était l'autarcie. C'était pour pouvoir manger, pour être autonome, et chacun avait son organisation. Monsieur faisait ça, et la fermière faisait autre chose. Voilà, je vous passe les détails quand il y avait les vaches, quand il y avait les taureaux, quand il y avait les moutons, quand il y avait les chèvres, enfin, vous voyez, c'était... Voilà. Mais je pense que dans toute la France, il y a encore... Allez, moi je l'ai connu, hein, j'ai passé 50 ans. Il y a 50 ans, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. Mais il est clair que les efforts que j'ai fait pour présenter ce qu'était l'autarcie dans notre ruralité d'autrefois, qui aujourd'hui malheureusement est tendance à disparaître, voilà, le système de troc, ça existe encore, mais c'est plus aussi prenant qu'avant. Mais ces pauvres gamins, comment voulez-vous que je leur explique? Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Voilà, comme je vous ai dit, ils sont à l'heure de TikTok, ils sont sur leur téléphone portable, ils sont, comment dirais-je, avec les consoles de jeu. Ils sont dans un autre monde, et le monde que je leur parle, que j'ai connu, il n'existe plus. Donc c'est difficile de leur faire comprendre les choses. Mais ça, c'était la ruralité, et c'était la ruralité d'il n'y a pas si longtemps, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui diront, eh ben oui, c'était comme ça, moi j'ai connu tout ça, la tue cochon, j'ai connu la tue cochon, hein, quand je vous ai fait la vidéo sur le hachoir, il y en a qui m'ont dit, mais oui, mais bien sûr, mon grand-père il utilisait le hachoir sur le cochon pour le dépioter, ben c'était ça, ben voilà. Donc c'était la ruralité, et cette ruralité-là, elle est en train, petit à petit, comme on a changé d'époque, de disparaître. C'est comme ça, on n'y peut rien, mais il faut des gens comme moi, comme d'autres, justement pour en parler, pour dire ce que c'était, de manière à ce que cette mémoire-là, elle existe toujours. Moi, j'ai eu la chance, l'immense chance, en tant que gamin, de le vivre. Voilà, j'ai connu les tue-cochons, avec les graisserons, les saucissons, voilà, les comment ça s'appelle, les jambons pendus et tout ça. C'était fabuleux, voilà, bon. Et moi déjà, rien que ma fille, moi, elle peut pas le connaître. Voilà. Donc c'est ballot. Et il faut faire vivre ces époques. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'émissions sur la ruralité qui parleront de ça. Parce que ça, c'est la vie d'autrefois. Et c'est peut-être une vie que l'on va revivre à un moment donné ou à un autre, avec tous ces bruits de bottes que l'on entend actuellement. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur palon.org. Et on parlera peut-être autre chose que de la ruralité. Voilà, ce sera peut-être la pêche, la chasse. Je verrai en fonction des nouveautés. Allez, à très bientôt sur palon.org.